Bonjour Monsieur Louis Mussington, vous êtes le leader du groupe MAP. Tout à fait, bonsoir, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio des Îles. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Il y a 5 ans, vous étiez à côté d'Alain Richardson. Aujourd'hui, vous êtes seul avec vos colistiers. Donc, on ne va pas refaire de toute façon l'historique au moment où vous étiez avec Alain Richardson. En tout cas, vous êtes présent à cette élection. Justement, comment ressentez-vous l'ambiance de cette élection en ce moment? Non, déjà, j'aimerais corriger une petite phrase que vous venez de prononcer. Je suis pas seul. C'est vrai, Alain Richardson a décidé de quitter le MAP et de former autre chose, mais je peux vous confirmer aujourd'hui que le MAP reste aussi soudé, aussi impliqué dans la vie de la cité et reste aussi engagé dans ce combat en vue d'obtenir justement de prendre le pouvoir pour pouvoir gérer autrement les affaires de la collectivité. Donc je ne suis pas seul et je peux aujourd'hui préciser avec certitude que le MAP gagnera les élections. Nous arriverons en tête le soir du 18 mars et nous serons peut-être ouverts à une alliance éventuelle avec une autre liste avec laquelle on pourra vraiment tisser des liens, qui partagent un certain nombre de nos idées, de nos priorités qui sont clairement établies et bien entendu qui aussi a en commun avec nous un certain nombre de valeurs auxquels ils sont aussi profondément attachés. Je peux aussi rajouter que pour le moment ça se passe bien. On part du principe qu'une élection se gagne sur le terrain. Absolument. Donc toute notre équipe est mobilisée. Nous avons des gens bien, des gens sincères, des gens dynamiques qui ont accepté cette lourde mission de s'engager pour l'avenir de Saint-Martin. Très bien, Monsieur Mussington. Donc justement, quand vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas seul, c'est vrai que tout à l'heure j'avais rajouté avec vos colistiers. Justement, sous quels critères vous établissez votre liste avec ces personnes qui vous entourent, en fonction de quelles compétences, comment ça se passe? D'accord. Première chose que j'aimerais préciser, vous me donnez cette occasion de le souligner et je le mettrai en évidence. C'est que au MAP, il n'y a pas de deal. Et on a entendu beaucoup de choses. Bien entendu, il y a des rumeurs aussi dans tout ça. Mais on a entendu dire que les gens se retrouvent sur certaines listes parce que on leur a promis des choses une fois les élections terminées. Chez nous, il n'a jamais été question de faire de deal avec quiconque. Les hommes et les femmes qui ont accepté de travailler avec le MAP, ce sont des gens qui déjà ont compris que ils vont s'engager pour 5 ans, voire au-delà de 5 ans, sur un programme, sur des idées communes, sur des valeurs que nous partageons tous. Et ils ont accepté l'idée de s'engager et de vraiment travailler dans la transparence, travailler d'une manière digne et responsable. Donc, on n'a eu aucune difficulté. D'ailleurs, je précise bien, nous avons été en premier à avoir présenté notre liste, au moins les 23 premiers candidats, et puis on a ajouté les 3 autres par la suite. Donc, des gens bien, des gens sincères, des gens honnêtes, dynamiques, et qui sont impliqués dans la vie associative de Saint-Martin. Je peux citer, par exemple, Sandra Duberne, elle fait partie de la Croix-Rouge de Saint-Martin, Lenny Mussington, qui est mon frère, mais très impliqué dans la vie associative et culturelle de longue date. Je peux aussi citer d'autres gens qui sont Dominique Louisi, deuxième sur la liste, très impliqué dans la vie syndicale au niveau de l'enseignement. Est-ce que ces personnes ont une expérience politique? Oui et non, peut-être ces gens-là n'ont pas encore été élus, mais par leur expérience dans d'autres domaines, parce qu'en fait, là, il s'agit bien de la vie de la cité. Donc c'est peut-être pas avoir des orientations politiques arrêtées, mais au moins ils sont mobilisés de longue date, ils s'impliquent. Donc ils savent très bien que ce qui importe, c'est d'améliorer à travers les actions politiques que nous allons mener, améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc faire en sorte que justement les gens puissent ressentir une différence au niveau du management, au niveau de la gouvernance
et au niveau de l'organisation du territoire, au niveau de la réalisation des projets. En gros, les actions qui seront engagées nous permettra aux uns et aux autres de dire voilà des gens qui peut-être n'avaient pas d'entrée de jeu l'expérience politique, mais des gens qui étaient impliqués dans la vie de la cité. Pour moi, c'est fondamental. Il n'y a pas des arrivés chez nous, des gens qui se présentent pour la première fois, mais n'ont pas un passé où à travers lequel on peut quand même comprendre qu'ils étaient impliqués dans la vie de la cité. Très bien, monsieur Ton. Justement, en parlant d'actions, alors quelles sont les actions que vous souhaitez, si vous êtes élu, pas ce dimanche-là, au deuxième tour, par exemple, quelles sont les actions? Oh, mais vous savez, c'est toujours possible que ça se réalise, les choses se concrétisent dès le premier tour. Pourquoi pas? Avec une forte mobilisation, une forte participation, des électeurs, des électrices, moi, j'ose espérer qu'il y aura un sursaut de dignité et un désir justement de changer les choses. Et pourquoi pas, à la longue, ça pourrait se traduire par une victoire du MAP dès le 18 mars 2012. Très bien. Bon, en tout cas, je garde cet espoir. Donc, je reviens à ma question. Donc, quelles sont justement les actions que vous, si vous êtes élu, que vous souhaitez en tout cas dès aujourd'hui, c'est-à-dire en toute urgence, par exemple en matière de la politique sécuritaire, l'éducation, quels sont les éléments que vous pouvez justement apporter de plus par rapport à cette collectivité qui aujourd'hui est partie, on va dire un peu dans la dérive, oui. Voilà. Moi, j'ajouterais, avant de répondre à cette question, je dirais, pour que les uns et les autres sachent quand même, que le MAP a une différence. Se différencie des autres par le simple fait que nous ne sommes pas une liste. Nous sommes un parti politique structuré. Ça veut dire des hommes et des femmes qui ont l'habitude de travailler ensemble, de partager les idées, de les échanger, voire de les confronter. Donc, ça fait quand même un moment que nous nous retrouvons en réunion et nous discutons des projets. C'est pour cela que nous avons décidé de faire les choses, de gérer la politique autrement. C'est pour cela, je peux vous dire ce soir que nous avons mené une enquête vers juillet de l'année dernière, c'est-à-dire aller à la rencontre des concitoyens dans les différents quartiers, et c'est ce qui nous a permis d'élaborer notre programme politique, notre projet de société. Et donc, fort de cette expérience, de ces échanges sur le terrain, nous avons pu aussi retenir nos priorités, nos champs d'action prioritaires. Et ça se résume en 4 points. 1, redresser les finances de la collectivité de Saint-Martin. Oui. 2, relancer l'économie, donc ça s'enchaîne. 3, l'éducation. Et notre chantier aussi prioritaire, c'est plus de justice sociale dans ce pays. Voilà nos 4... Sur ces 4 points-là, donc bien évidemment, je suppose que vous avez des éléments. Vous pouvez nous donner quelques éléments, quelques pistes pour bien comprendre. Bien entendu. Donc j'ai élucidé, j'ai énuméré nos 4 priorités, nos 4 chantiers prioritaires, pardon. Mais il s'agit maintenant de les développer. 1. Tout le monde sait et tout le monde s'accorde à reconnaître, que ce soit au niveau des services de l'État ou au niveau de la com ou l'opinion publique, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a un déficit structurel qui était prévisible dans le sens où nous avons perdu les 12 millions d'octroi de mer. Très bien. Qui n'ont pas été compensés jusqu'à ce jour par l'État. Ça, je trouve ça scandaleux. Justement, le rapport de l'État et la collectivité a toujours été ambigu. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, justement. Donc, donc, il y a ce déficit structurel et aucune mesure n'a été envisagée, donc, en tout cas, prise au sérieux pour pouvoir redresser un peu la situation. On sait que, il y a eu des avances de trésorerie, de la com, enfin, de l'État, venant de l'État, mais qu'il fallait rembourser 3-4 mois par la suite. Donc, la situation reste telle qu'elle. Donc, nous disons aujourd'hui qu'il faut revoir la politique fiscale et ne pas mettre en place une politique de bricolage, mais en concertation avec le monde économique, travailler sur une véritable politique fiscale.
Aujourd'hui, nous disons, ils ont supprimé d'une manière arbitraire et irresponsable l'ISF. Nous estimons que c'est une perte sèche et du fait que nous sommes en période de vache maigre, c'est-à-dire en crise financière, on ne peut pas se payer le luxe de distribuer de l'argent à des familles qui vivent bien dans ce pays, alors qu'il y a d'autres qui croupissent dans la misère. Donc notre stratégie consiste à dire demain, on remet l'ISF, il y aura une autre appellation, mais en tout cas, en période de crise, nous demanderons à ceux qui ont les moyens de contribuer davantage à la charge publique. Première mesure. Donc, première mesure fiscale, je préciserai. Et deuxièmement, l'autre mesure fiscale, c'est-à-dire nous allons maintenir le dispositif qu'ils ont mis en place pour qu'il remplace la taxe professionnelle, à savoir la licence et la patente. On va la licence sera maintenue, mais on va revoir les critères au niveau de la patente. Très bien. On a eu à discuter avec un certain nombre de restaurateurs et de commerçants. Ils nous ont dit, qu'ils n'ont rien compris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on va revoir, à travers la concertation, on va revoir la copie. Mais bien entendu, parce qu'en fait, il faut une amélioration significative du taux de recouvrement. Et donc, pour qu'il y ait, parce qu'à la longue, il nous faut davantage de moyens. Donc, cela veut dire que vous allez mener une politique de proximité. Tout à fait. Donc, beaucoup plus rigoureuse. C'est-à-dire travailler en étroite collaboration avec le monde économique, ça c'est sûr, on va le faire. Ça, c'est nécessaire. Mais nous disons aussi, quelles que soient les mesures fiscales que nous allons prendre, demain, pour améliorer d'une manière significative, les fonds, les crédits de la collectivité, nous disons aussi que ça ne sera pas suffisant. Donc l'État doit aussi accélérer le processus au niveau des services fiscaux pour que le taux de recouvrement s'améliore d'une manière significative. Et à cela, j'ajouterai que nous devons aussi demander une aide, une dotation exceptionnelle à l'État. Mais Monsieur oui. Louis Messington, oui. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans une période de vache maigre. L'État, on a bien compris que dans la mise en place de cette collectivité, l'État ne s'est pas donné non plus les moyens pour pouvoir justement aider les DOM et notamment les collectivités. Récemment, vous avez bien vu, il y a eu Saint-Barth qui est rentré en PTOREM. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que l'État va continuer à aider ces territoires et départements outre-mer? Une chose est sûre, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État ne nous a pas accompagnés. Oui. Par rapport justement aux belles promesses qui ont été tenues. Donc, moi je dis aujourd'hui, c'est que ceux qui avaient la charge de conduire la collectivité ont failli aussi à leur mission. Ils n'ont pas su non plus démontrer par A plus B que justement les problèmes budgétaires auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui proviennent du fait qu'il y a un déficit structurel. Ça veut dire que cette perte que nous avons subie et les dotations de l'État n'ont jamais été suffisantes. Mais ils n'ont pas non plus pris la peine justement de bien travailler les dossiers. Donc ça veut dire que vous allez et je vous dis pourquoi. C'est parce que ils faisaient trop confiance à leurs amis à Paris. Rappelez-vous que Louis Constant en permanence nous bombardait en permanence avec ses propos. Il faut élire un gouvernement de sensibilité de droite parce que la droite remportera les élections en France. Donc, il faudra faire confiance à Nicolas Sarkozy et son équipe. Donc, il faut qu'il y ait sur Saint-Martin un gouvernement qui a justement les mêmes affinités. Très bien. Bien, voilà un peu le discours de Louis Constant. Mais à la longue, il a oublié que même si les amis sont au pouvoir à Paris, il faut quand même faire preuve de courage politique.
et de dire ce qui ne va pas et ne pas rester les bras croisés et espérer en vain que les amis voleront à son secours. Les choses ne se passent pas malheureusement de cette manière-là. Il faut savoir déjà préparer ses dossiers et aller là-bas les défendre avec conviction et avec courage. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il n'était pas du tout, l'équipe en place n'était pas du tout à la hauteur de leurs ambitions. Hein? C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans la même situation que nous connaissons aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui il y a ce sentiment de frustration et de ras-le-bol qui se traduit aussi par le rejet du changement statutaire. Si demain on est appelé à revoter pour le 74, eh ben une majorité écrasante se prononcerait sur le retour vers l'ancien régime, enfin l'ancien régime. Personne ne parlait, sur le statut communal, hein, parce que ils n'ont pas vu les réalisations escomptées. Mais est-ce que vous-même vous êtes convaincu justement de cette collectivité? Enfin, je veux dire, depuis la naissance de la collectivité, parallèlement à Saint-Barth, visiblement, à Saint-Martin, les choses sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Aussi, s'agissant des politiciens qui œuvrent pour cette collectivité, nous voyons très bien que il y a un problème, il y a un véritable problème de cohésion. Donc, justement, dans ce problème de cohésion, est-ce que finalement, dans cette politique si complexe, parce que bon, il y a aussi la partie hollandaise on va en parler un tout petit peu aussi de la coopération, de la partie hollandaise et de la partie française. Est-ce que finalement, il ne s'agit pas d'un problème d'homme? Mais voilà, vous avez résumé parfaitement la situation. Je dis aujourd'hui, avec les convictions qui sont les miennes, que nous avons fait le bon choix lorsque nous avons décidé le 23 décembre 2004, le 7 décembre, 2004, de voter, de se prononcer majoritairement pour ce changement statutaire. C'est une forme d'émancipation, sans pour cela remettre en question les liens qui nous unissent avec la Guadeloupe, hein, nullement. Mais il fallait à un moment donné demander, par cette processus que nous avons connu, la consultation populaire, demander à ce que Saint-Martin ait les moyens, au moins les décideurs politiques, de pouvoir gérer sur place et non à distance les problèmes de Saint-Martin. Hein? Voilà un peu le sens de ce choix. Et aussi, c'était pour demander plus de leviers politiques pour pouvoir répondre aux aspirations, aux attentes de la population. Donc, voilà un peu les raisons, en tout cas, qui m'ont motivé à demander ce changement statutaire. Et comme vous l'avez bien souligné, le problème aujourd'hui, c'est que le choix des hommes... Et des femmes. Enfin, oui. D'accord. Donc, disons le choix de l'équipe. C'est à ce niveau-là que le bas blesse. C'est au niveau du choix de l'équipe. Et malheureusement, c'est là que le peuple s'est trompé. Et donc, tout le souhait que je formule aujourd'hui, c'est que ils vont pas renouveler ou bien refaire cette même erreur dans 5 ou 6 jours. C'est ce que je formulerai, tout le souhait que je formulerai aujourd'hui, qu'ils pensent à autre chose, une autre structure, une autre équipe qui a l'habitude de traiter les dossiers. Et je peux vous dire, et je peux affirmer haut et fort que le MAP a toujours été présent. Le MAP était de tous les combats. Donc, prendre demain des responsabilités, assumer les responsabilités au plus haut niveau politique est un véritable challenge. Et nous sommes disposés, nous sommes équipés pour pouvoir justement réaliser et réaliser des opérations remarquables dans l'intérêt général. Très bien. Donc revenons un peu à vos mesures que vous souhaiterez mettre en place. Oui, c'est vrai. J'ai dit beaucoup, mais j'ai oublié que c'est 4 priorités que j'ai soulignées. Donc, dotation, revoir la stratégie fiscale plus dotation de l'État, dotation exceptionnelle de l'État. Voilà pour redresser les finances de la collectivité. J'ai lu l'autre jour dans la presse que
Jean-Paul Fischer disait qu'il faut 25 millions d'euros chaque année pour revenir à l'équilibre budgétaire. Bon, on n'a pas d'estimation chiffrée, mais on sait que ça tourne aux alentours. Donc, on est plus ou moins en phase avec ces écrits. Parce que la réalité est là. Nous assumons des charges, des compétences, pardon, des compétences de la région et du département. Il faut que nous disposions des moyens pour pouvoir, mettre en place nos politiques publiques. Très bien. Et c'est ce qui, pour moi, est prioritaire. Donc, est-ce que l'État, et moi je reste convaincu, et surtout si nous avons demain un gouvernement de gauche, je pense que, étant donné que je peux affirmer que ce sont mes amis, je ne cache pas mes affinités politiques. Est-ce que vous pensiez justement, comme vous le disiez tout à l'heure, parallèlement à Monsieur Luconstant? Non, mais la différence sera au niveau du fait que moi je serai impliqué. Je ne vais pas rester les bras croisés et attendre des promesses en vain. Non, je m'engagerai, c'est-à-dire j'irai à Paris le nombre de fois que ça s'avérera nécessaire pour pouvoir dire haut et fort, attention monsieur, il faut pas nous oublier. D'ailleurs, je suis allé à Pointe-à-Pitre rencontrer le candidat Hollande pour lui parler, pour le sensibiliser sur les réalités saint-martinoises et sur nos difficultés. Donc je joue déjà mon rôle de président. Bien, je continue. L'éducation, comme je vous ai dit, je l'ai affiché comme une priorité parce que ça va mal. Ça n'a jamais été, acceptable. Les résultats scolaires à Saint-Martin ont toujours été, à mon sens, en connaissance de cause. En connaissance de cause. Je suis du milieu, donc je sais de quoi je parle. Moi, je pense le moment est venu, l'heure a sonné de réparer ce que je qualifie d'injustice. C'est-à-dire vouloir enseigner ou persister dans un système d'enseignement qui ne reconnaît pas la réalité sociolinguistique et qui ne reconnaît pas ce qu'on appelle, certains spécialistes de la question d'enseignement ou d'éducation appellent le déjà là. C'est Michel Mirieux, Philippe Mirieux, un grand spécialiste de cette question, Philippe Mirieux qui disait il faut déjà prendre en compte le déjà là. L'enfant arrive avec son déjà là à lui, qui est le déjà là, c'est les prérequis, c'est son bagage à lui, son anglais à lui. Et voilà, il est confronté à un système d'enseignement où on méconnaît, on ignore justement ce déjà là. Et voilà, on introduit une autre langue laquelle il est complètement totalement étranger. Sauf que monsieur oui. Lumessington, la société saint-martinoise n'est plus la société d'avant. Oui, mais quand même, il faut reconnaître aussi que il reste beaucoup de gamins qui entendent le français pour la première fois le jour qu'ils se présentent à l'école. Donc la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire se fait avec beaucoup de difficultés pour certains. Ils vivent ça comme un choc. Ils sont traumatisés. Donc vous serez amenés à et certains parviennent à le surmonter, d'autres non. D'où ce fort taux d'échec scolaire. Très bien. Moi, je garde en mémoire ce qui m'est arrivé le premier jour, ou bien la première semaine à l'école. Le maître m'a envoyé m'a envoyé sonner la cloche à l'époque. Et moi, dans mon interprétation, il m'a envoyé chercher un pot de soda. Donc je suis sorti, je suis allé dans la cour, j'ai ramassé un pot de soda et je suis retourné dans la classe. Voilà, maître. Il m'a dit, après, quand il m'a montré la cloche, il m'a dit, ring, bell. À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait me dire, et j'étais parmi les meilleurs de ma promotion. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a un problème à faire. Donc, mais ce qui est quand même intéressant, deux petites secondes, si vous me permettez, ce qui est quand même intéressant, il faut le souligner, c'est que le législateur, j'ai pu convaincre les législateurs de l'urgente nécessité de revoir la stratégie en matière d'enseignement. Nous avons deux articles dans la loi organique pour Saint-Martin qui permettent des mesures exceptionnelles en matière d'enseignement à Saint-Martin. Malheureusement, cette équipe en place n'a pas jugé utile de les mettre en application. Ils ont traîné les pieds, rien n'a été fait. Mais à la dernière minute, ils m'ont confié le bébé. Donc, Monsieur Bissington, étant donné que vous étiez celui qui a toujours défendu le bilinguisme, donc on vous demanderait d'assumer la responsabilité et de conduire la commission. Entre autres de Monsieur Romney.
Oui, donc j'ai travaillé effectivement avec Monsieur Romney sur ce dossier. D'ailleurs, nous nous sommes déplacés jusqu'à Cayenne dernièrement dans le cadre des États généraux sur le multilinguisme en Outre-mer. Très bien. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu des idées nouvelles que je mettrai en application, mais bien entendu, je demanderai l'appui, la confiance des électeurs et des électrices. C'est vrai que en même temps, on vous entend parler. C'est très bien. C'est-à-dire, on aurait aimé qu'en tout cas que les choses se passent de cette manière-là. Monsieur Romney, il est resté 2 ans justement à Saint-Martin pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses et que du jour au lendemain, on le sait jusqu'à au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé. En tout cas, il a pas pu rester à Saint-Martin. Il est retourné en Guadeloupe. Oui. Donc, qu'est-ce que justement, donnez-nous quelques pistes par rapport à son déplacement, puisque il était venu dans un objectif bien précis, justement où il a commencé à mettre en œuvre un certain nombre d'éléments par rapport à ce bilinguisme. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Mais vous savez. Moi, je l'ai eu. Nous avons discuté longuement de cette question, de cette situation, mais au-delà, je n'ai pas vu dans la presse des directives claires arrêtées par le rectorat de Pointe-à-Pitre. La loi prévoit la nomination d'un représentant du recteur sur place, donc ça a été fait. Mais en dehors de cette nomination, rien de concret n'a été fait venant du ministère. Alors que j'ai interrogé à plusieurs reprises le recteur d'académie à l'époque, qui m'a indiqué par courrier, je n'ai pas les dates, dans sa réponse, il me disait que effectivement le rectorat étudiait la question et que des mesures allaient être mises en œuvre pour réorganiser ou bien mettre en place une véritable administration du rectorat sur Saint-Martin pour qu'un certain nombre de dossiers puissent être traités sur place et non à distance. Mais ça tarde à venir. D'ailleurs, j'ai été au-delà. J'ai interpellé aussi Monsieur le ministre parce que moi j'étais vraiment choqué lorsque j'avais compris que il est venu en Guadeloupe, sachant qu'il y avait ce problème de nomination, d'affectation de Monsieur Romney sur Saint-Martin et qu'il y avait un mouvement de grève que nous avons initié. Et lui, il a décidé de rester en dehors de tout ça, sachant que c'est lui qui avait la charge de la décision. Si ça lui revenait de dire s'il pouvait être maintenu en place ou pas. Donc moi je l'ai interpellé par courrier et 2 mois après il m'a répondu pour me dire que il prenait des dispositions et c'est ainsi que nous avons vu la nomination de Madame Claudie Mauvrel à ce poste de responsabilité. Très bien. Donc en final de compte, rien n'a bougé. Mais rien n'a bougé à part cette nomination. On a remplacé quelqu'un qui avait vraiment le profil par quelqu'un d'autre qui était plutôt administratif. Je n'ai pas pour critiquer Madame Mauvrel. C'est une femme excellente en termes de connaissances et maîtrise bien son sujet. Mais c'est pas du tout. On a plutôt souhaité quelqu'un qui a les connaissances dans le domaine dans le domaine linguistique, disons, parce qu'il s'agit bien de mettre en place un programme d'enseignement bilingue pour Saint-Martin. C'est pour ça que moi je me suis prononcé sur la candidature lorsque j'ai été interrogé par le rectorat et le recteur à l'époque en question. J'ai bien dit qu'effectivement il faut quelqu'un qui pourra répondre à cette préoccupation et qui pourra nous accompagner dans les différentes stratégies que nous aurons à mettre en place. Et voilà. Vous pensez que c'est le bilinguisme Moi, comment vous dire éviterait en tout cas, c'est vrai que le bilinguisme est une réponse aux difficultés scolaires. Très bien. Mais je ne pense pas, et j'essaie d'être pragmatique dans ma démarche, qu'il suffira de mettre le bilinguisme en place et tous les problèmes vont disparaître. Non, il faut aussi quand même que cette démission d'un certain nombre de parents, il faut quand même revoir la copie. C'est-à-dire qu'il est inacceptable que certains parents oublient, pour ne pas être méchant, oublient d'assumer leur rôle de parent à la maison. Nous, on a même parlé de l'école des parents. Oui, donc en fait, à travers nos actions, voilà, on va en parler dans quelques instants. Mais j'aimerais dire que
effectivement, il y a aussi la mobilisation, l'implication des parents dans la question scolaire. Et j'ajouterais que, mais on sait aussi, connaissant notre réalité, que le champ culturel de certains parents ne leur permettent pas non plus de s'investir, malgré la bonne volonté. Mais les conditions, notamment. Oui, il y a aussi les conditions qui font que certains parents sont dehors toute la journée parce que ils ont peut-être deux jobs, oui, voilà. Sont aussi obligés de jobber pour pouvoir joindre les deux bouts. Leur situation n'est pas facile non plus. Donc il y a tout ça qui fait que les résultats sont ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Donc il y a moyen d'y remédier. Et c'est pour cela que nous disons, à travers nos actions en matière dans le domaine de l'éducation, nous allons aussi privilégier une bonne organisation du hors temps scolaire, parce que les experts s'accordent à dire aujourd'hui que nous perdons, enfin l'écart se creuse entre les enfants de milieux favorisés et ceux de milieux défavorisés pendant l'interclasse, après la classe et pendant le week-end. C'est-à-dire que dans les milieux favorisés, les privilégiés, pour m'exprimer ainsi, ils sont accompagnés. Hein, les parents interviennent, ils aident, soit ils vont les amener chez le tuteur, ou bien ils trouvent à travers les divertissements qu'ils ont privilégiés, il y a la musique, il y a des activités pour pouvoir aider l'enfant à développer un peu le côté mental. Dans le milieu défavorisé, par exemple, c'est tout à fait le contraire. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes dans la nature. Je pense qu'on aura l'occasion certainement. Non, oui. Parce que on a pas mal de questions. D'accord. Donc c'est vrai, il faut éviter les détamés. Donc j'ai compris, je retiens ce que vous dites. Donc je vais essayer d'accélérer un peu. Donc une meilleure organisation du hors temps scolaire, un pôle universitaire pour Saint-Martin, une meilleure gestion du dossier de bourse. Dossier de bourse et aussi une mission spécifique qui aura la charge d'accompagner nos jeunes universitaires. Et au niveau structurel, je parle notamment des collèges, le collège et le lycée. Bien entendu, je dis bravo quand même à l'équipe parce que la cité scolaire, apparemment les travaux vont démarrer d'ici quelques semaines. Hein, d'après ce que j'ai appris, là c'est Saint-Marc qui a la charge de cette construction. Mais tout en heureux pour pouvoir commencer très 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 prochainement, je dirais. Voilà un peu ce que nous disons en matière d'éducation et bien entendu l'école des parents. Oui. C'est notre aspect oui, tout à fait. Bien. Et voilà un peu ce que j'ai ajouté comme souligné comme priorité pour Saint-Martin. Alors, sur la politique sécuritaire, alors comment, assez souvent, on dit c'est une compétence de l'État. Bien évidemment, la collectivité a ses devoirs dans cette politique. Comment voyez-vous justement Saint-Martin est-ce que vous voyez que les choses vont s'améliorer Non, les choses vont s'améliorer avec l'équipe MAP au pouvoir. Bien entendu, nous sommes déterminés à apporter les remédiations qui s'avèrent nécessaires. Ce que nous disons, c'est que prévenir vaut mieux que guérir. Donc déjà, s'il y a un système d'enseignement digne de ce nom, on sait qu'il y aura plus de réussites au baccalauréat, donc moins de délinquants. Et s'il y a moins de délinquants, donc ça veut dire plus de bacheliers, des gens qui vont partir faire des études. Très bien. Donc moins de gamins dans la rue. Et donc s'il y a moins de gamins dans la rue, donc le problème de sécurité, à notre sens, connaîtra une baisse significative. Les incivilités vont reculer d'une manière. Non, je me fais pas d'illusions. Non, je me fais pas d'illusions. Mais c'est pour ça, quand on travaille le hors temps scolaire, les enfants sont bien encadrés, soit dans l'école ou bien dans les foyers associatifs dans les différents quartiers. On sait qu'ils seront pas dans la rue, hein, donc ils seront pas tentés par les prédateurs qui sont un peu partout dans les différents milieux. Donc, et nous disons également, il faut travailler la question de l'emploi. Il faut un partenariat entre l'État, la collectivité
et les acteurs économiques. On doit s'asseoir autour d'une table, se mettre d'accord sur une stratégie de lutte. Il faut faire baisser le taux de chômage dans ce pays. Pôle emploi a annoncé on frôle la barre des 4000. Donc, il faut tenir un discours clair. Quelles sont les pistes que vous avez pour il faut un discours clair. Et mon discours consistera à dire, messieurs, l'heure est grave. Si vous voulez qu'il y ait un changement et que le taux et que l'insécurité baisse dans cette collectivité, sur notre territoire, il faut accepter le principe de faire un effort pour embaucher localement. Les salariés saisonniers qui sont demandeurs d'emploi, d'emploi là-bas et viennent ici pendant la saison toucher, gagner au noir un salaire, ces situations doivent s'arrêter. Hein, et moi, je veillerai avec les services de l'État à ce que on prenne des dispositions pour arrêter ça. Un certain nombre de jeunes ont été formés dans nos lycées, dans notre lycée, dans notre lycée à Saint-Martin. Ils ont la compétence, ils sont qualifiés aujourd'hui. Il faut les inclure dans la restauration locale. Il y a une incompréhension puisque c'est clair qu'il y a un lycée où justement il y a une école hôtelière et assez souvent on peut se poser la question pourquoi on retrouve pas ces élèves qui après avoir leur diplôme qu'on les retrouve pas sur les lieux dits touristiques entre guillemets. Tout à fait. Mais ils vont travailler c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi ils sont embauchés de l'autre côté et d'ici peu ils passent d'un échelon à l'autre, c'est-à-dire ils sont reconnus, leur compétence est acceptée, voire mise en valeur là-bas. Pourquoi ça ne se fait pas du côté de Marigot? C'est la question que tout le monde se pose. Donc le sens de mon discours, le sens de ma démarche consistera à dire, messieurs, un effort, parce que nous sommes face à une crise. Les jeunes. Vous avez eu l'occasion de consulter les restaurateurs? Oui. Certains ont compris le principe et d'ailleurs ils sont disposés à m'accompagner après les élections. Très bien. Et d'autres m'ont dit, écoutez, c'est pas à moi de faire du social. Moi, j'embauche ceux qui se présentent chez moi, ou bien je fais venir ceux de là-bas et puis voilà. Ceux-là ont une seule idée derrière la tête, c'est faire du fric, gagner de l'argent. Mais nous avons tous peut-être un certain nombre de commerçants, ils ont tous ce désir. Mais il y a un risque aujourd'hui, si rien n'est fait. Il y a ce risque, parce qu'on sait aujourd'hui que nous avons perdu une bonne partie de notre clientèle haut de gamme, parce que ces gens-là sont à la recherche d'une certaine tranquillité, d'une certaine paix sociale. Donc, si la situation que nous connaissons aujourd'hui perdure, c'est-à-dire que les gamins par, frustration, ce ras-le-bol, ils pourront demain dire, écoutez, on brûle tout, chose que nous ne souhaitons pas. Mais ils peuvent tenter par n'importe quoi, parce que ils sont au bord du désespoir. Très bien. Ils ne voient rien venir. Donc, je dis, un effort. Très bien. Et l'État doit aussi nous accompagner pour apporter les aides financières aux entreprises, aux restaurateurs qui acceptent le principe d'embaucher. Alors justement, parlons un peu du tourisme en partie française qui n'est pas au beau fixe en tout cas. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je crois que tous les acteurs amènent à dire que il y a une véritable catastrophe en matière touristique sur la partie française. Que comptez-vous? Quelles sont les actions que vous comptez mettre en place par rapport à ces acteurs, c'est-à-dire les hôteliers, les restaurateurs, en tout cas tous les acteurs conditionnés dans ce secteur touristique? Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le mettre en place? Non, mais il faut déjà chercher à comprendre pourquoi il y a cette baisse du taux de fréquentation de la destination. Et je viens de citer un facteur, c'est le problème d'insécurité. Mais il y a d'autres facteurs. Nos routes, les embouteillages à toute heure de la journée. Il y a aussi le problème d'assainissement. Il y a des touristes qui fréquentaient donc par question de fidélité, qui venaient régulièrement chez nous. Mais à un moment donné, ils ont dit, mais attends,
Ce n'est plus le Saint-Martin que j'ai connu. Donc ils vont ailleurs. Mais bien sûr, il y a le schéma d'aménagement qu'il faut reconsidérer. Il y a des investissements à réaliser en urgence. Et notre plan, notre programme d'investissement prévoit justement l'amélioration du réseau routier, permettre une circulation fluide à toute heure de la journée, et notamment construisant les bretelles au niveau d'agrément. Parce que c'est là que ça coince un peu, pas un peu, beaucoup. Et l'idée, c'est effectivement, c'est d'intervenir à ce niveau-là, hein, et ça dans les plus brefs délais. Nous disons aussi que c'est du peanut, ce qu'ils mettent dans la cagnotte pour investir pour promouvoir la destination Saint-Martin. Quand on compare, donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ceux qui en ce moment, c'est-à-dire notamment l'Office du tourisme, vous n'êtes pas trop d'accord avec leur manière de travailler. C'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que en fait, c'est du peanut. Le montant du budget pour la promotion de la destination Saint-Martin est ridicule. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est inconcevable qu'on accorde des cadeaux fiscaux à des gens qui vivent bien, alors que nous avons des besoins budgétaires urgents. Il faut promouvoir la destination. Donc, si on maintient ou bien on remet cette taxe, et aussi à la taxe d'habitation que nous voulons aussi rétablir, ça, c'est 5 millions en plus pour notre budget. Et une partie pour être consacrée à le développement économique, la redynamisation qui passe par justement une meilleure mesure, beaucoup plus de moyens pour promouvoir. On voit, par exemple, Saint-Croix, Aruba, Jamaïque, ont des spots publicitaires sur CNN, hein? Et vous savez combien ça coûte. Donc, ça veut dire qu'ils mettent le paquet pour promouvoir leur île. Mais nous devons, en parlant de partenariat, est-ce que à ce niveau-là, les acteurs, en tout cas, il faudrait pas qu'ils puissent construire des partenariats avec notamment les autres îles de la Caraïbe pour pouvoir. Non, c'est-à-dire que bien entendu, on est associé, on est impliqué dans CTO, par exemple, le Caribbean Tourism Organization. Saint-Martin est fortement, voilà, il y a eu, comment dirais-je, un week-end d'animation. En tout cas, tous les membres se sont retrouvés à Saint-Martin pour un forum qui a duré un week-end. Bien à l'initiative de Saint-Martin apparemment. Donc si cette action a été bonne et bien maîtrisée, bien pensée, moi je dis bravo. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et faire en sorte qu'il y ait des touristes qui viennent à Saint-Martin toute l'année. Et puis il y a la question de l'environnement également. Mais bien sûr, ce sont les paramètres dont il faut tenir compte au niveau de la stratégie, de stratégie de développement touristique pour Saint-Martin. Donc, je disais des investissements au niveau des infrastructures, mais bien entendu la protection de l'environnement. On a un formidable outil à Marigot, c'est le fort. Il n'est pas exploité. Moi, j'ai visité la Caraïbe. On te fait découvrir les forts. Et il y a un guide touristique qui est là en permanence pour vous donner les indications, expliquer un peu l'histoire de la baie de Marigot, parler un peu de l'histoire du fort. Ça peut se faire, ça peut se concevoir. Et puis on peut inviter 2 ou 3 marchands ambulants à s'installer sur le fort. Il y a de l'activité sur le fort. Alors justement, rien dans ce sens n'a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du projet de monsieur Daniel Gibbs alors Écoutez, moi, ma position est la suivante. Oui, il faut redynamiser l'économie d'une manière générale. Mais je dis aussi que nous devons garder la maîtrise de nos projets. On nous a promis par le passé un développement économique et qu'il y aurait de l'emploi pour tout le monde. Quelle est la triste réalité aujourd'hui? À travers de la défiscalisation. Oui, bien entendu. Les investisseurs débarqueraient à Saint-Martin et qu'ils allaient construire et développer l'économie. Aujourd'hui, on a eu un développement dans la précipitation. Bon, qu'il fallait investir parce qu'il y avait un délai à respecter, un deadline. Donc, dans la précipitation, des fonds ont transité à Saint-Martin. Mais 10 ans après, 15 ans après, on se pose des vraies questions.
Parce que quand on regarde bien que nos gamins sont toujours au chômage, beaucoup d'entre eux ont décidé de justement de se lancer dans l'économie souterraine, c'est-à-dire consommer, voire vendre des produits, vendre de la drogue pour gagner leur vie. Hein? Quand on se rend compte que il y a toujours de la misère sociale, c'est la désespérance sociale dans ce pays, et, au lieu de, comment dirais-je, la tradition ici, c'est que chacun construit sa maison, achète son terrain, ou bien c'est légué, donné par un membre de la famille, et il construit sa maison. Aujourd'hui, les familles ne sont pas en mesure de faire ça. Donc, est-ce que vraiment il y a eu un enrichissement de la population par rapport au montant, enfin, la somme totale qui a été investie ou qui a transité par ce pays, enfin, transité à Saint-Martin, d'accord? Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, attention, faisons plus les choses dans la précipitation. Il faut, d'une manière réfléchie, accepter les investissements, mais les investissements qui seront mieux contrôlés pour qu'il y ait quand même une implication des acteurs locaux dans l'économie de demain. Voilà un peu ce que je dis. Il faut aussi donner aux jeunes porteurs de projets leur chance aussi de participer pleinement au moins de s'impliquer dans le tissu économique de Saint-Martin. Donc, ce projet faramineux que lance Daniel, enfin Team Daniel, ne m'inspire pas du tout. Parce que je garde en mémoire ce qu'on nous avait promis. Hein, les investisseurs vont venir, créeront des emplois, personne n'aura à se déplacer sur Philipsbourg. Non. La triste réalité, nos jeunes, en nombre trop important, croupissent dans les prisons à Basse-Terre et à Bémao. Hein? Trop de jeunes sont dans la nature, abandonnés, livrés à leur triste sort. Je trouve ça inacceptable. Donc, ce type de développement, moi, je suis contre. Par contre, il faut redynamiser, je suis d'accord, et c'est pour ça que nous disons qu'il faut construire un quai, voire accueillir des bateaux, des croisières, mais moins importants en termes de puissance, enfin capacité. D'accord? Oui, ça c'est notre projet que je décris en ce moment. 300-400 touristes, mais qui ont pouvoir d'achat important. Apparemment, la destination Saint-Martin est demandée, mais il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir. Donc, en PPP, projet partenariat public-privé, on pourra réaliser cette infrastructure d'ici 2 ans, je dirais, et commencer à accueillir ces touristes qui viendront. Donc, ça créera de l'emploi parce qu'il faudra des taxis en nombre important. Les commerçants, ils trouveront leur compte. Les boutiques sur Marigot, les restaurants sur Marigot, parce que ce sont des touristes haut de gamme, donc ils ont, comme je viens de le souligner, un pouvoir d'achat important. Donc ça aidera, à mon sens, à créer de l'activité sur la baie, dans Marigot d'une manière générale. Donc, pour moi, c'est la meilleure stratégie, autre que de se lancer dans cette aventure qui va encore écarter la population et on verra un autre monde à part, réservé à des gens qui vivent bien, et le Saint-Martin d'en bas, en dehors de tout ça. Je suis opposé. Alors, très bien. Donc, justement, pour amener à bien à ces projets-là, je suppose bien évidemment qu'il faille une coopération de manière définie avec la partie hollandaise, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Justement, dans le cadre de la nouvelle collectivité, il a été dit que les choses s'amélioreront, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas forcément le cas, notamment en matière de politique touristique. Donc, qu'est-ce que vous allez ajouter de plus pour pouvoir justement faire en sorte que, les taxis, par exemple, qui viennent de la partie hollandaise, qui viennent gagner leur pain en partie française, comment vous voyez... Et vice-versa. Et vice-versa, notamment. Tout à fait. Il faut bien insister. Il faut bien insister. Donc, il y a cette notion-là. Bien évidemment, il y a le fait par rapport à l'euro-dollar. Donc, vous avez aussi une délocalisation, je dirais économique, si on peut dire les choses ainsi, qui se fait. Donc, comment comptez-vous justement contenir les touristes qui viennent en partie française pour ne pas forcément aller en partie hollandaise? Non, déjà on va parler de deux choses. La coopération. Moi, je me suis engagé dans le cadre du débat
statutaire avec les décideurs parisiens. Je me suis beaucoup impliqué sur la question de coopération. Parce que moi, je dis qu'on peut pas concevoir le développement de Saint-Martin d'une partie sans l'autre partie. Et là, j'ai expliqué l'importance du degré d'autonomie pour pouvoir discuter à pied d'égalité, au même pied d'égalité, avec nos amis là-bas. C'est pour ça qu'il y a l'article 63-52 de la loi organique, qui dit que, en ce qui concerne notre champ de compétences, donc les 6 compétences qui appartiennent à la collectivité, nous pouvons discuter avec eux sans l'intervention de l'État. Donc, et bien entendu, une compétence, c'est le tourisme. Donc, nos deux, disons, gouvernements, enfin, ministre du tourisme de l'autre côté, avec celui en charge du tourisme du côté Marigot, doivent se rencontrer et travailler vers un véritable programme de développement du produit touristique à Saint-Martin. Il y a un rapport de force, David et Goliath, quand même. Pas forcément. Mais c'est vrai qu'ils ont plus de moyens que nous. C'est pour ça que je dis, j'ai bien souligné à quel point il importe que Saint-Martin dispose de plus de moyens. Le budget, d'une manière générale, ne permet pas l'application de nos politiques publiques. Donc, il faut trouver les solutions. Et les solutions, il faut les trouver à Paris à travers une négociation ferme, respectueuse en termes au niveau de l'échange. Mais, comme dirais-je, nous devons insister, nous devons préciser et bien expliciter nos besoins, nos difficultés. Ils sont ouverts, de l'autre côté. Ils ont compris aussi que, écoutez, c'est l'île, c'est une seule île. Très bien. Malgré les différences au niveau des administrations, mais c'est un seul peuple qui existe. Très bien. Et nous vivons l'expérience d'une communauté de destin. Donc, et les mesures prises sur une partie, s'il n'y a pas eu de concertation, peut avoir des conséquences néfastes sur l'autre côté de l'île. Alors, que pensez-vous? Donc moi, je vais travailler à une véritable, politique de coopération avec nos amis frères. Ça, c'est sûr. Très bien. Alors, que pensez-vous, justement, on en parlait tout à l'heure, du nouveau, on va dire, entre autres, le statut de Saint-Barth, qui est rentré récemment en PTOM, pays et territoire d'outre-mer, là, maintenant, ils sont, on va dire, ils gèrent leur port, donc ils ont la possibilité de générer des taxes qui rentrent directement au sein de leur collectivité. Est-ce que Saint-Martin, que pensez-vous si demain, dans l'évolution notamment économique, Saint-Martin se dirige vers ce statut Ma position est la suivante, et je vais pas renier mon passé. Il y a de cela 22 ans, j'ai fait le calcul, j'étais un ardent défenseur du statut de PTRM pour Saint-Martin. Très bien. Mais à l'époque, Saint-Martin n'a pas connu ce boom immobilier et c'est arrivé de population. Donc, les infrastructures, les équipements structurants, si vous préférez, à l'époque, convenaient. Mais aujourd'hui, avec ce boom, on a vu quand même la population aussi exploser. Donc, une société plus complexe. Donc la donne a changé. Aujourd'hui, on a des retards en matière d'équipements structurants. Donc, il faut combler ce retard. Et combler ce retard, ça veut dire investir, réaliser les opérations demain, au niveau des infrastructures qui font défaut au jour d'aujourd'hui. Lorsque j'ai dit qu'il faut construire le deuxième lycée, oui, ça coûtera 18 millions d'euros qu'il faudra rembourser. C'est préfinancé par la SEM-SAMAR, mais il faudra rembourser, donc il faut l'investir. Il faut l'inscrire dans son programme d'investissement. On avait oublié de préciser que vous êtes actuellement président de... Oui, tout à fait, moi, ouais. Peu importe, on est là. Je suis candidat aujourd'hui pour la présidence de la collectivité de Saint-Martin. Très bien. Voilà. Donc, ceci dit que je suis en train de perdre mon fil conducteur, mais je disais qu'il faut continuer, il faut investir. Donc, nous avons parlé d'un programme d'investissement qui prévoit la construction
d'un EHPAD, d'un établissement pour les troisième âge, parce que la structure existante n'est nullement digne de ce nom, malgré l'effort remarquable, malgré les moyens que met en œuvre justement le personnel de cet établissement, pour bien accueillir et s'assurer que les clients, les patients sont pris en compte, enfin, le soin est bien assuré. Donc, il faut une nouvelle structure installée dans un autre milieu. Très bien. D'accord. Premier investissement. Le réseau routier, je vous ai dit, l'assainissement, le réseau d'assainissement est à refaire, voire améliorer d'une manière significative. Nous disons aussi qu'il faut construire ce que je vous ai dit, ce quai à Marigot, mais aussi entrer dans la troisième phase du port de Galisbé. Très bien. Et il faut aussi, en matière d'infrastructure, voilà une cité administrative à un moment donné, mais ça c'est plus sur le long terme. On a plus beaucoup Donc, de temps, monsieur, donc tout ça coûtera les yeux de la tête, pour m'exprimer ainsi. Je dis aujourd'hui, après 22 ans, qu'il faut des marches pragmatiques et réalistes. Saint-Martin, notre budget aujourd'hui ne nous permettra pas de réaliser ce programme d'investissement. Donc, contrairement à Saint-Barth, qui a opté pour le statut de PTOM, et pour être réaliste encore dans ma démarche, dans notre stratégie de développement, je pense qu'il faut rester encore un petit peu plus longtemps dans l'Europe, dans l'Union européenne, pour pouvoir profiter de cette main européenne et pouvoir réaliser les travaux. Alors que bien qu'il faille mettre des techniciens compétents, justement. Mais bien entendu, tout à fait. C'est tout à fait. Ce qu'il faut dire que lorsque nous étions, communes du département de la Guadeloupe, tous les projets étaient portés par soit le département, soit la région Guadeloupe. Donc sur ce plan-là, nous avons été un petit peu oubliés. Donc aujourd'hui, en étant dans le 74, on est RUP à part entière. Donc, nous pouvons prétendre à notre propre programme opérationnel et avoir nos propres fonds européens. Donc, il faut encore saisir cette opportunité pendant encore quelques années et espérant qu'on aura justement les crédits nécessaires pour pouvoir réaliser les opérations. Parce qu'à la longue, il faut, parce que les normes européennes ne correspondent pas du tout non plus à la réalité saint-martinoise. Très bien, Monsieur Messiton, on arrive à la fin de cette émission. Une dernière chose, vous voulez rajouter rapidement? Écoutez, je dirais, dans 3 ou 4 semaines après les élections, on aura à négocier le transfert de compétences en matière d'urbanisme. C'est une compétence importante pour Saint-Martin. Très bien. On ne peut pas faire confiance à l'ancienne équipe parce que ils ont démontré qu'ils n'étaient pas à la hauteur, dans le sens où ils n'ont pas, malgré les pertes que nous avons subies, l'octroi de mer et j'en passe, ils n'ont pas su démontrer à l'État qu'il fallait une action forte pour compenser. Donc, le transfert de compétences s'est traduit par un remboursement. Nous avons aujourd'hui à rembourser 630 000 € à l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a discuté? Qui a négocié pour Saint-Martin? On n'a pas les résultats. Très bien. Les réponses. Je dis aujourd'hui, et là, les calculs ont été faits par certains, l'État, les services de l'État, du moins, proposent de transférer 1,5 million pour ce qu'on appelle la LBU, la ligne budgétaire unique. Très bien. Et la ligne budgétaire unique, ce sont des fonds qui vont directement, sont réservés pour la construction de logements. Sur un certain temps, l'État versait, mais ça c'était dans le cadre de la région Guadeloupe. Mais aujourd'hui, on est collectivité, donc nous devons défendre notre quote-part. On estime à 5 millions ce montant-là, et non à 1,5 million. Donc moi je dis haut et fort qu'il faut quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter les ministères, de dialoguer avec les décideurs parisiens, quelqu'un qui aura le courage, qui saura faire preuve de courage politique pour dire à ces décideurs, voilà la réalité et nous ne pouvons pas accepter moins que cela. Pas ceux qui iront s'asseoir dans la précipitation autour d'une table et prendront n'importe quoi, accepteront n'importe quoi. Je ne suis pas de ceux qui ont l'habitude de garder les bras croisés, de ma bouche fermée
et de dire merci à la fin d'un échange stérile. Non, c'est pas ma stratégie, c'est pas mon caractère, c'est pas mon genre, c'est pas ma manière de faire. Il faut discuter, il faut bavarder, il faut prouver, démontrer ses arguments pour bien convaincre les décideurs là-bas que la réalité est ce qu'elle est. Et moi, je n'accepterai pas aucune négociation où déjà on refuse de comprendre notre réalité. Je dirais que si il nous impose un montant qui ne correspond pas du tout à notre réalité, j'irai devant le Conseil devant le Conseil d'État et je n'accepterai pas de négocier avec les autorités sur justement un montant qui est, à mon sens, aberrant. Très bien, Monsieur Mussington. Mais en tout cas, toute l'équipe de Radio des Îles vous remercie d'être venu à notre invitation. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et je préciserai que chez nous, il y a des hommes et des femmes qui ont fait preuve de dynamisme, qui ont le sens de l'intérêt général, qui sont honnêtes et qui sont compétents et qui veulent travailler pour Saint-Martin. Merci Donc beaucoup. le 18, nous vous demandons de nous accompagner et de voter massivement pour l'équipe MAP, the Movement for the Advancement of the People. Merci, Monsieur Messington. Merci. Au revoir.